Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Le programme Agir pour les jeunes est arrivé à San Pedro. 783 jeunes ont reçu leur chèque. Au total, 320 millions de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes annonce un financement additionnel de plus d'1 milliard de francs CFA. 3 900 autres jeunes de cette région verront leur projet financé. Vers une nouvelle gouvernance dans les sociétés à participation publique, le gouvernement veut renforcer la surveillance, la transparence et l'obligation de résultats. Une rencontre vient de se tenir sur la gestion des entreprises publiques. L'État attend encore plus des experts comptables, maillon clé de la certification des comptes. Et puis la Côte d'Ivoire s'inspire du modèle français en matière d'élevage et de pêche. Le pays veut accroître les productions nationales. Une délégation ivoirienne participe au Salon international de l'agriculture de Paris. Cette 57e édition met l'accent sur les innovations dans le secteur agricole. On ouvre ce journal avec le programme social du gouvernement. Ils sont 783 jeunes qui bénéficient d'un financement dans la région de San Pedro. Au total, 320 millions de francs CFA leur est remis pour initier ou accroître leurs activités génératrices de revenus. Le gouvernement n'attend pas s'arrêter à cette étape. D'autres actions du genre sont à venir dans la région pour aider encore plus de jeunes. Des détails avec Sam Kono. La caravane du bonheur des jeunes, initiée par le ministre Touri Mamadou dans le cadre du programme social du gouvernement Agir pour les jeunes 2, était à l'étape de San Pedro le vendredi dernier. 783 chèques d'un montant de 320 512 500 francs CFA leur ont été remis par le ministre d'État Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement. Dans 2-3 mois, nous passons donc à la troisième phase. Pour la région de San Pedro, nous aurons 3 920 bénéficiaires pour un montant total de 1 764 000 francs CFA. Les domaines choisis par les jeunes sont le commerce, l'élevage, les services, l'artisanat, l'agriculture et la pêche. Je veux juste prendre à témoin nos parents et chefs qui sont là. Vous êtes là depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si déjà en Côte d'Ivoire, en votre présence, un gouvernement est venu réunir vos enfants devant vous et leur donner une chance de réussir par eux-mêmes à travers un appui financier. Je ne crois pas. C'est la première fois. Ça, c'est le gouvernement des résultats concrets du président Alassane Ouattara. Chers jeunes, vous avez la chance d'être bénéficiaires. Je vous en supplie. C'est une vraie opportunité pour réussir. Ce n'est pas une occasion de gaspillage. Nous sommes conscients de l'opportunité que le gouvernement nous offre ce jour. Grâce à vous, nous faisons partie aujourd'hui des entrepreneurs de la région de San Pedro. Nous voulons remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous prenons l'engagement de rembourser ces montants que vous nous remettez ce jour. Après San Pedro, le ministre Touri Mamadou se rendra dans d'autres villes du pays pour le bonheur des jeunes. Et l'État se veut désormais plus regardant au niveau de la gestion des entreprises publiques. La surveillance, la transparence et l'obligation de résultats sont entre autres ce qui va changer. Le gouvernement veut améliorer la gouvernance dans ces sociétés. Les experts comptables mis à contribution, des assises viennent de se tenir justement sur la question. Lansine Bakayoko nous en parle. De nombreuses réformes engagées par le gouvernement au sein des entreprises étatiques ont permis de bousculer les mauvaises habitudes et d'amorcer effectivement l'amélioration de la qualité de leur gouvernance. Sauf que des défis majeurs restent à relever. Parmi ces défis figure encore et toujours l'épineuse question de la reddition des comptes, dont les éléments centraux sont la production de l'information financière, l'audit des comptes et surtout l'exercice du commissariat aux comptes. Votre position dans la vie d'entreprise publique est centrale. Elle nous donne les moyens, d'une part, de renforcer la transparence
et l'anticipation dans votre rôle d'alerte, et d'autre part d'obtenir des leviers d'optimisation des performances dans votre rôle de conseil. Au niveau des professionnels du chiffre, cette importante mission de certification se heurte quelquefois à l'indisponibilité des informations à auditer, ou même à des procédures et processus mal ficelés qui débouchent bien souvent sur le refus de rendre les rapports d'audit, les maquillages de chiffres ainsi que les manipulations des données comptables. Dans le cadre de cette réflexion, l'objectif final est de formuler des recommandations pour améliorer les dits processus et procédures pour une meilleure transparence et gouvernance des entreprises publiques. Bouclier stratégique au cœur du dispositif de contrôle, l'État actionnaire attend davantage des experts comptables et des commissaires aux comptes. Je vous invite donc à poursuivre avec nous cette marche que nous souhaitons pleine d'innovation et d'engagement. Et nos bonnes pratiques ne naîtront qu'avec notre expérience et en demeurant dans l'action. En 2019, le portefeuille de l'État compte un peu plus de 80 entreprises publiques pour 191 experts comptables inscrits au Conseil de l'Ordre national. Le forum du Sénat sur les collectivités territoriales vient de prendre fin à Yamoussoukro. L'institution a ouvert les réflexions sur la contribution de ces entités au développement du pays. Pour en parler, Hamza Diaby a reçu dans le Dimanche Magazine ce 13h Ousmane Samassi Touré, le secrétaire général adjoint du Sénat. Le rapporteur du comité scientifique a donné les conclusions de cette première rencontre. Je vous propose un extrait de l'entretien. Ce forum a enregistré la participation exhaustive des 201 maires de Côte d'Ivoire, des 31 présidents de région, des 33 préfets de région, des 99 sénateurs, ainsi que de nombreux experts nationaux et internationaux. Toutes les questions touchant à la décentralisation ont été évoquées. Des questions centrales, comme le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, comme la question de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Également ont été évoquées la question du statut des élus locaux. Des questions non moins importantes touchant à la coopération décentralisée, à la participation citoyenne au sein des collectivités territoriales, à l'intercollectivité, à la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement. Toutes ces questions ont été débattues au cours de ce forum. Les maires et les présidents de région ont posé leurs difficultés en termes de statut relativement à l'efficacité de leurs actions. Le forum a endossé cette recommandation. Autre recommandation forte, la mise en place d'un groupe de plaidoyer. Vous savez qu'au niveau de la décentralisation, tous les acteurs sont de différents niveaux. Donc le président Jeannot Ahoussou Kouadio entend mettre en place un groupe tripartite, gouvernement, parlement, élus locaux, afin de pouvoir traiter l'ensemble des questions qui ont été évoquées tout à l'heure. Et le président du Sénat français était à ce forum sur les collectivités. Gérard Larcher a partagé l'expérience de la France avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'inspire aussi du savoir-faire français en matière d'élevage et de pêche. Le pays participe au Salon international de l'agriculture de Paris, une 57e édition ouverte hier à Porte de Versailles. C'est surtout l'occasion d'accroître les productions nationales. Jean-Luc Bangbo est l'un de nos envoyés spéciaux à Paris. Chaque année, c'est le rendez-vous le plus attendu de la communauté agricole française et internationale. Le Salon international de l'agriculture est le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique. Vaches, taureaux, chèvres, volailles ou encore dromadaires, Paris devient pendant 9 jours la plus grande ferme de France. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à l'édition 2020. Parmi eux, ces exposants ivoiriens. C'est ici, au pavillon 5, que le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris ses quartiers. Oh, j'en mets chez moi. Peut-être. Vous tenez? Oui, je tenais. L'une des principales attractions ce premier jour, les escargots géants venus de la Côte d'Ivoire. Ils sont gigantesques, hein. C'est la première fois que je vois des escargots aussi gros.
Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est à voir. On est venu aujourd'hui pour faire la promotion de son élevage, puisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est investie dans l'élevage de l'escargot. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur à la production animale et halieutique ivoirienne. Cela en s'inspirant du savoir-faire français en la matière, mais également à travers la conclusion des partenariats fructueux au profit de ces structures et acteurs. Ici, ce que nous venons rechercher, en plus de notre participation, c'est nouer des partenariats avec un certain nombre de centres de recherche, des opérateurs privés, pour voir comment, dans notre stratégie de production, nous puissions être également performants dans les domaines de l'élevage des bovins, des caprins et porcins. Voilà l'équation donc qui nous est posée et nous devrions, en tant que techniciens, experts, apporter les réponses qu'il faut pour que là encore nous puissions mettre à la disposition des Ivoiriens de la viande, mais surtout de la qualité. Des systèmes d'élevage engagés pour répondre aux défis du XXIe siècle, c'est le thème retenu par la Côte d'Ivoire à côté du thème central du salon qui, lui, est l'agriculture vous tend les bras. Le CNTIG veut contribuer au développement du pays. Le Centre national de télédétection et de l'information géographique apporte des solutions technologiques de gestion des outils d'aide à la décision. Plusieurs structures ont bénéficié de ces innovations. On a le détail avec Grace Kando. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, a pour mission, entre autres, de coordonner les programmes en matière de géo-information et de télédétection appliquée. En d'autres termes, permettre à l'État de disposer d'une base de données fiable dans tous les domaines pour faciliter la prise de décision. Pour l'année 2019, le CNTG a développé plusieurs innovations technologiques. Nous, cette année écoulée, le CNTG a assisté plus de 35 ministères et administrations publiques, 23 collectivités, plus de 520 professionnels qui ont été formés par nos services, plus de 1500 emplois directs ont été créés lors des projets que le CNTG a exécutés. On enregistre la mise à jour de la carte emploi. Pour l'année 2020, le CNTG sera encore au rendez-vous pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Les actions et projets du CNTG pour l'année 2020 seront en cohérence avec le plan d'action prioritaire du gouvernement et permettront de renforcer l'élan social pour le bien-être des populations. Parmi les actions, on enregistre la vulgarisation de la plateforme INDGS et plusieurs innovations technologiques et l'intelligence artificielle. Le CNTG est une structure sous tutelle du cabinet du Premier ministre. La Côte d'Ivoire et le Mali renforcent leur coopération dans le domaine des médias. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a reçu son homologue malien. Les deux responsables ont évoqué plusieurs points de collaboration, dont le partage d'expériences. Le point avec Issa Tionayo. La coopération sud-sud est en marche dans le domaine de la communication et des médias. Une délégation de l'Office de la radiodiffusion-télévision du Mali, conduite par son directeur général, était l'hôte de la RTI, radiodiffusion-télévision ivoirienne. Cette visite est mise à profit par les responsables de ces deux entités pour partager leurs expériences. La RTI, c'est une chaîne que nous regardons beaucoup, c'est une chaîne que nous respectons beaucoup. L'expérience de la RTI nous intéresse beaucoup. La RTI fait un excellent boulot. Il y a trois domaines principaux qui nous intéressent. Le domaine de la formation, que nos agents puissent venir s'inspirer de tout ce qui se passe dans le domaine technique, dans le domaine du marketing et tout le reste. Dans le domaine des échanges de programmes également, nous sommes intéressés. Et également dans le domaine de la coproduction et surtout de la mutualisation des moyens pour que quand une équipe ivoirienne va à Bamako, nous puissions l'aider. Et quand une équipe de la télévision malienne viendra en Côte d'Ivoire, que vous puissiez l'aider également. Avec cette globalisation, les chaînes du Sud ont de très gros défis à relever. Seuls, nous partons perdants. Mais en mutualisant nos moyens, nos savoir-faire, eh bien, nous devenons un peu plus forts et nous pourrons profiter les uns des expériences des autres, mais aussi également dans les rencontres internationales, notre voix sera encore plus forte et nous pourrons avoir un peu plus de moyens pour échanger et imposer un certain nombre
d'attente de notre part avec des partenaires qui sont de plus en plus présents. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et celui de l'ORTM, Salif Sanogo, ont convenu de renforcer leur coopération à travers la signature d'un partenariat. Une visite des studios, du journal télévisé et des émissions a permis à la délégation de l'ORTM de s'imprégner du matériel dont dispose la RTI. Le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises était en consultation à Abidjan. Une rencontre avec des experts de la sous-région. Les réflexions ont porté sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme dans les pays en conflit et post-conflit. Lydie Sadia, Herman Guivet. La responsabilité des entreprises dans la préservation des droits humains est au cœur des discussions entre le groupe de travail des Nations Unies et des experts venus de la sous-région. Il s'agit d'un partage d'expériences sur la protection des droits de l'homme en milieu professionnel, surtout dans les pays en conflit et post-conflit. L'objectif que vise l'organe onusien est de formuler un ensemble de bonnes pratiques que les États et les entreprises devront intégrer pour prévenir et traiter les violations des droits de l'homme. Nous avons 3 principes qui ont été définis aux Nations Unies, qui demander à toutes les entreprises de respecter. Ces principes, c'est respecter les droits de l'homme, protéger, réparer. Comment le faire, comment le mettre en place, en particulier dans des pays qui sont peut-être plus fragiles que d'autres. C'est là l'enjeu, c'est là la discussion d'aujourd'hui qui devrait déboucher sur des recommandations. Ces recommandations doivent être présentées à l'Assemblée générale des Nations Unies pour servir de guide aux entreprises. La Côte d'Ivoire, quant à elle, enregistre de nombreuses avancées en matière de droits humains. La Côte d'Ivoire s'est approprié les normes du Bureau international du travail pour l'élimination des discriminations contre les travailleurs en ratifiant le 1er avril 2016 notamment. La Convention numéro 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs. La Côte d'Ivoire est le 3e pays au titre de l'Afrique à accueillir cette consultation régionale, après Beyrouth pour la région du Moyen-Orient et les Philippines pour l'Asie-Pacifique. Le projet, organisé à Abidjan par le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises, est soutenu par le département fédéral suisse des affaires étrangères. Genre et équité, des solutions pour réduire les inégalités. L'Observatoire national de l'équité et du genre vient d'organiser un atelier sur la question. Les participants ont fait des recommandations qu'on voit dans ce reportage d'Abdoulaye Koné. En Côte d'Ivoire, l'indice sur le genre affiche des résultats moins reluisants et c'est pour inverser la tendance que l'organe consultatif rattaché au Premier ministre mène la réflexion pour tenter de maintenir la parité. Les indicateurs nous disent qu'il y a beaucoup de disparités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire et dans presque la totalité des secteurs. Il y a nécessité pour tout le monde ici de prendre conscience que la lutte contre les inégalités est un problème de développement. Des indicateurs qui interpellent les partenaires techniques et financiers. Ces derniers s'engagent à soutenir l'ONEG à travers cet atelier. Il y a toujours ce genre de problème qui émanent de nos cultures parfois. Les pesanteurs socioculturelles font qu'on a encore affaire à des indicateurs qui ne sont pas reluisants. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes là pour encourager la naissance de l'ONEG. Cet instrument qui va attirer notre attention chaque fois. L'élaboration d'un rapport national de suivi des indicateurs de genre devrait permettre de ressortir les avancées enregistrées en matière de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire sur la période 2011-2020. La mise en place de l'Observatoire national de l'équité et du genre, structure de contrôle et de suivi et évaluation de l'intégration du genre dans tous les secteurs d'activité, répond donc au besoin d'éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. Cet atelier technique vise donc à examiner la pertinence et la cohérence des informations précollectées, afin que les données sur le genre, actuellement éparpillées dans divers rapports techniques ou d'activités, et qui ne sont pas toujours disponibles, soient centralisés dans un document unique, accessible et facilement exploitable. Cet atelier multilatéral de 24 heures est la première étape d'un long processus vers l'application du protocole de Maputo en son article 2 portant élimination de la discrimination à l'égard de la femme.
Dans l'actualité politique, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire appelle les jeunes à plus de responsabilités pour des élections apaisées. Ce mouvement politique proche du RHDP va promouvoir les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre tenue hier samedi au Palais de la Culture de Treichville. Astou Touré. Salle comble pour la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, JUNSI, mouvement politique de jeunesse proche du RHDP. Plus de 4000 jeunes se sont ainsi donné rendez-vous à la salle Anoumabo pour marquer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions menées en leur faveur. Il s'agit également pour eux de démontrer leur engagement et leur disponibilité à promouvoir les idéaux jusqu'à la victoire du RHDP aux élections d'octobre 2020. Cette rentrée politique aux allures festives est placée sous le thème « La responsabilité de la jeunesse pour une élection apaisée en 2020 ». Notre responsabilité sera grande dans la consolidation des acquis obtenus depuis 2011. De nombreux jeunes bénéficient actuellement des programmes d'amélioration de leur employabilité. 19 500 bénéficient des financements pour entreprendre un projet. D'ici fin 2020, ce chiffre sera porté à 131 000 jeunes qui vont bénéficier de financements pour réaliser un projet. Tout ceci n'a été possible que dans un environnement de paix. Nous ne devons plus accepter de retourner en arrière. C'est pourquoi la JNCI mettra tout en œuvre pour que rien n'arrête la marche de notre pays vers l'émergence. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au patron de cette rencontre, Mamadou Touré a exhorté les jeunes à se faire enrôler afin de figurer sur la nouvelle liste électorale. Le message, c'est de dire que nous avons des élections dans quelques mois. Ils doivent avoir leur carte d'identité, ils doivent s'inscrire sur la liste électorale. La démocratie, c'est le terrain, c'est ce qui a été démontré aujourd'hui. La démocratie, c'est les urnes. Et la jeunesse ivoirienne est en train de se mobiliser pour fermer la bouche à tous ceux qui veulent faire régresser la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les leaders de jeunesse. C'est de notre devoir d'être aux côtés de la JUNSI pour sa rentrée politique et pour préparer l'élection présidentielle de 2020. La carte nationale d'identité, en dehors même des élections, est un sésame précieux pour tout individu membre d'une nation. J'ai vu du monde qui sont prêts pour le changement en Côte d'Ivoire. Créée en 2015, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, JUNSI, compte à ce jour plus de 10 000 membres. Et un autre mouvement politique effectue sa rentrée. Action Prado entend parcourir le pays afin de mobiliser pour le RHDP. Les membres ont également appelé les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Ahmed Traoré, Abdoulaye Koné. Quelle contribution du mouvement Action Prado pour la victoire écrasante du RHDP à la présidentielle 2020? C'est le thème de la rentrée politique de Action Prado. Au cours de cette rencontre avec les militants venus des différents quartiers d'Abidjan, il s'est agi pour les leaders de cette structure de s'engager pour la victoire du RHDP au premier tour de l'élection présidentielle. L'enrôlement des nouveaux majeurs va bientôt commencer et le renouvellement des pièces d'identité va aussi commencer. Donc c'était la raison fondamentale pour cela que nous avons convié toutes ces jeunesses-là, toutes ces populations pour qu'elles s'apprêtent pour l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est vraiment important que les jeunes que nous sommes puissions reconnaître le travail qui est fait parce que ce travail est fait pour nous et c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires de cette activité. Selon Souleymane Touré, représentant le parrain Amadou Gon Coulibaly, l'émergence de la Côte d'Ivoire sera effective avec le président Alassane Ouattara. Au nom du Premier ministre Amadou Gon, nous sommes venus ici apporter notre soutien à cette activité et les encourager, les féliciter pour tout ce qu'ils font dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire pour faire la promotion des actions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le mouvement Action Prado entend parcourir toutes les contrées du pays pour enrôler le nouveau majeur en faveur du RHDP. En culture, fin hier du l'Audio-Crew Festival de Dabou, Langbandi comme une valeur culturelle et de promotion humaine. Des peuples alliés ont exposé leurs liens séculaires de vivre ensemble. Les organisateurs entendent consolider ces valeurs de cohésion et de paix, socle de développement. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Hymne national de Côte d'Ivoire au son du balafon. Puis, démonstration des jeunes sénoufos pour témoigner le caractère de peuple travailleur.
Loin de la région du Poro, nous sommes à Dabou, région des Grands Ponts, à la cérémonie de clôture de la 3e édition du Lodjougou Festival. Dans le cadre du brassage des cultures, les peuples alliés Sonufo de Korogo et Abidji de Sikensi sont des invités de marque. C'est le message de cohésion sociale, mais le message de travail, parce que le thème de cette année, c'est Langbandji. Langbandji, c'est la fête qui permet de montrer au peuple qu'on a réussi. Pour le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, cette 3e édition est une réussite. Mais nous sommes un peu comblés surtout par une reconnaissance au niveau le plus élevé par le chef de l'État, par le Premier ministre qui s'est fait représenter par le ministre de la Culture. C'est le socle de la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, comme l'a dit monsieur le ministre, nous apportera beaucoup de développement, beaucoup de fierté d'être des Ivoiriens, d'être à Djoukrou. Et je crois qu'on vient de vivre 7 jours qui ont été vraiment très riches. La Bandji, valeurs culturelles et promotion humaine, thème évocateur qui encourage les peuples au travail pour une autonomie socio-économique. Surtout pour la consolidation des liens entre différentes communautés est saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Des centaines de milliers de participants, ce qui montre qu'à travers nos arts et nos cultures, le peuple peut se rassembler. Et c'est avec notre culture que nous pouvons aller au développement, à l'émergence. Donc nous sommes heureux. Présentation des atouts culturels et socio-économiques à Djoukrou à travers différents passages des générations et danses du terroir, des temps forts de la cérémonie de clôture du Lodjougou Festival 2020. Et comme tous les dimanches, on fait le point de l'actualité internationale. Ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde, c'est dans le 7 sur 7 avec Ami Meïté et Gabriel Zani. Le Rwandais Kizito Muigo est retrouvé mort le lundi dans sa cellule. Selon la police, le chanteur de 38 ans se serait suicidé. Il a été interpellé 4 jours plus tôt alors qu'il tentait de rejoindre des groupes terroristes au Burundi hostiles à Kigali, une accusation du gouvernement remise en cause par des proches de l'artiste. Le président sortant, Ashraf Ghani, a été réélu à la tête de l'Afghanistan mardi selon des résultats définitifs. Le président sortant a obtenu 50,64% des voix contre Abdullah Abdullah, réédité de 39,52% des suffrages. Abdullah a immédiatement contesté ces résultats. Il revendique la victoire et annonce la formation d'un gouvernement parallèle. La Grande-Bretagne a mis en place un nouveau système d'immigration à point ce mercredi, un nouveau système exigeant aux travailleurs migrants de se faire attribuer des points selon des compétences spécifiques et il leur faut au moins 70 points pour obtenir un visa de travail. Par cette politique, le gouvernement veut réduire le nombre de personnes vivant au Royaume-Uni avec des faibles compétences. Le jeudi, Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais, a démissionné de la tête du gouvernement. Une démission attendue depuis la défaite de son parti Fine Gael aux législatives du 8 février dernier. Le parti du Premier ministre est arrivé en 3e position. Leo Varadkar va assurer l'intérim jusqu'à la formation d'une nouvelle équipe de coalition. Inculpé pour le meurtre de son ex-épouse, le Premier ministre Thomas Taban n'a pas comparu devant le tribunal le vendredi. L'homme de 80 ans a quitté son pays pour l'Afrique du Sud. Il a annoncé sa démission de la tête du gouvernement pour ces accusations. Une enquête a révélé l'implication de Thomas Taban dans l'assassinat de son ex-femme. Riek Machar, de nouveau vice-président du Soudan du Sud, conformément à un accord conclu en 2018 avec le président Salva Kiir, Riek Machar va gouverner le pays pour la 3e fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud. Il a prêté serment samedi devant des diplomates et des chefs d'État, dont le président soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. À 78 ans, Bernie Sanders est arrivé largement en première position de la primaire du Nevada. Le sénateur indépendant qui promeut une révolution politique conforte ainsi son statut de favori dans la course à l'investiture démocrate pour affronter Donald Trump en novembre prochain.
Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Le reste de l'actualité, c'est sur les www.rti.ci et rti.info. Très bonne semaine. Bonsoir.